Bonjour, merci beaucoup pour votre présence. Je vais essayer on fait un petit voyage à mon practice et je voudrais commencer avec cette image. C'est cette image qui apparaît dans mon film Melted into the Sun, qui est présente dans la galerie de Lucam. Et on peut voir ici la dièse. C'est la Anahita, mais Anahita, c'est la version de Asie centrale, elle s'appelait Nana. Et c'était la dièse des fleuves, des grands fleuves, la dièse de fertilité, la dièse de paix et de toutes les femmes. Et pour moi, c'est la dièse de la vie. Et ici, on voit 3 images. C'est les images que j'ai prises à Amudarya. C'est un des plus grands fleuves d'Asie centrale qui prend 2500 kilomètres. Et c'est un fleuve très important parce qu'il fait une division des mondes perses et des mondes turcs, ou des mondes sédentaires et des mondes nomades. Et alors, à moi, c'est des notions très importantes. Et ça m'a fait penser beaucoup parce que quand on dit le monde sédentaire et nomadique, c'est pas que la manière de vivre, mais c'est la manière de percevoir le monde, la nature, les circulations de la vie. Et aussi, pour vous comprendre un petit peu on est où, parce qu'Asie centrale, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, reste toujours un territoire un peu inconnu. Et c'est entre l'Iran, Chine et la Russie. Alors cette terre entoure avec ces présences-là, et on a des grandes traces et influences de toutes ces cultures. Et je vais parler de la question de disparition, beaucoup aussi de erasure, de perdre de savants, de mémoire, de langues. Et pour moi aussi, il y a une représentation d'aujourd'hui actuelle, présente, c'est la disparition de la mer d'Aral, qui a disparu pour les raisons de cultivation de coton pendant l'État soviétique, parce qu'ils devraient utiliser notre terre pour le profit économique. Alors, toute l'eau de la région était utilisée pour la cultivation de la coton. Et la mer, aujourd'hui, c'est devenu le désert d'Aral. En fait, on s'appelle aujourd'hui Aralkum. Pas de mer d'Aral, mais la désert d'Aral. Oui, ça, c'est une image que j'ai prise en 2004 en mer d'Aral. C'était le premier voyage pour le voir. Alors maintenant, je commence avec l'histoire personnelle. J'ai donné un petit peu de contexte. Et ça, c'est le portrait de mon arrière-grand-père. Il s'appelait Abdulaziz Turkistani. Je vais parler du Turkestan et ça va être en deux Turkestans différents. Le Turkestan, c'est une ville dans le sud du Kazakhstan aujourd'hui, mais c'est en Kazakhstan parce que tout l'été d'Asie centrale était créé pendant le XXe siècle pour les États soviétiques. Avant, c'était la Grande Turkestan. Alors, il y a Turkestan, Grand Turkestan, le territoire. Il y a une ville qui s'appelle Turkestan. Et la ville de Turkestan, c'était connue pour l'école spirituelle mystique qui s'appelle Yassaviya, pour le figure qui a laissé le tractat philosophique, mais aussi poétique, très important pour nous aujourd'hui. Et alors, mon arrière-grand-père, j'ai eu la chance de le connaître. J'ai eu 15 ans quand il est parti, il a disparu. Et ça, c'est son écriture j'ai la chance de le voir. Je ne sais pas pourquoi non plus, c'est moi qui je l'ai, mais je l'ai. Et c'est une écriture, et bien sûr, je ne peux pas lire. Je ne peux pas le lire, je n'ai pas aucun accès.
parce que c'est écrit en lettres arabes. Et moi, j'étais née déjà pendant l'État soviétique, en Ouzbékistan soviétique, et j'étais éduquée, formée en langue russe et écriture cyrillique. Et c'était non plus accessible à ma grand-mère, sa fille, qui a vécu les périodes quand ils ont changé 4 fois l'alphabet entre écriture arabe, latin et cyrillique. Il y a des raisons politiques pour ça, mais je ne vais pas expliquer parce que c'est un petit peu long. Et alors, cette écriture, les circulations, c'était clair que c'est quelque chose de sacré. Et j'ai pris du temps de trouver les gens qui peuvent lire. Ce n'était pas évident parce que ce n'est pas qu'on peut lire en arabe, mais en fait, ils mélangent 3 langues parce que nous, on était trilingues. On a parlé arabe, perse et turki, mais l'écriture était en arabe et les 3 langues sont des familles différentes. Et quand l'État soviétique arrivait, et la première chose d'effacer, c'était les gens qui parlaient les 3 langues, parce que c'est les gens qui ont gardé, c'était les subjects, non? C'était les gens avec le vision, avec le dignité, avec le comprehension, qui est nous, non? Et alors, ils disent que, et j'ai lu de ça dans les livres d'histoire, que c'était un règlement de répresser les gens qui parlaient 3 langues pour effacer le niveau intellectuel, parce qu'après, bien sûr, qu'on efface, ça devient un espace vide, et après, on peut construire ce qu'on veut. Bon, je pense pour moi, c'est le lien avec mon arrière-grand-père. C'est la présence qui est voilée parce que, en fait, on était proches, mais il n'a jamais parlé des politiques. Il n'a pas trop parlé de héritage intellectuel, mais il était là et je pense que son présence qui n'est pas verbale aussi non plus, et laissait de traces plus émotionnel et je pense parfois qu'on ne comprend pas juste à la fin. Il y a un espace de penser et essayer à comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il a vécu. Et toujours, cet grand fleuve d'Amudarya, pour moi, reste comme un grand frontier. Ce n'est pas le frontier, c'est comme un passage parce que son famille elle est arrivée de la côté d'Iran. Il a aussi une histoire qui va nous ramener à la Mukana parce que c'était le même voyage de la côté sud de l'Amudarya vers le nord d'Amudarya. Et là, c'est les gens qui étaient répressés. J'ai mis comme ça parce que pour moi, quand je fais le film de Haunted, c'est pas montré ici, mais c'est un film très important pour moi parce que j'ai fait une lettre pour le tigre qui a disparu. C'est le extincted type de tigre de Turan. Parce qu'il était chassé, mais il n'était pas chassé avant d'établissement d'État soviétique. Mais le chasse commençait en fait pendant les colonisations, parce que la colonisation russe commençait le fin du 19e siècle. Et ça, c'est les générations qui étaient répressées, la même génération de mon arrière-grand-père. Mon grand-père, il a eu la chance qu'il était à Goulag pendant 11 ans, mais il a rentré. Mais ça, c'est les générations, les intellectuels, l'écrivain, le premier cinéaste. Et j'ai utilisé son archive en mouvement dans mes films souvent. Khudaybirgen Divanov, Ocholpan. Le premier monsieur, c'est quelqu'un qui a eu la vision politique pour cette terre. Alors, c'était un efface total. Et ça, c'est aussi pour moi une image qui parle de ce temps. Et ça, c'est ma grand-mère. C'est la fille d'Abdelaziz Bibarakia, qui était vue comme une fille de Enemy of Nation. C'est clair, de Enemy of Nation. Ouais, et parce que la famille était... les intellectuels, mais alors elle pouvait pas vraiment écrire bien parce qu'il n'était pas accepté à l'école. Et les parents étaient répressés, mais
à l'autre côté, il a gardé la côté, et ça c'est qu'il a transmis à nous, c'est le côté des rituels, des récits pré-islamiques. Et aussi, il était sage-femme. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir à Chillahona, par exemple. Et je pense que les figures des femmes, sages-femmes, les oral storytellers qui récitent des histoires, qui gardent les mémoires, non, ça s'appelle ça barche. Et les barchis, c'est parfois les femmes qui gardent le mémoire, mais aussi ils ont la capacité d'avoir une vision au direct, diriger les gens, je pense. Oui, c'est un figure. Oui, bon. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé de ma grand-mère, c'est la comb, la comb, the hairbrush, hein? Peigne, la peigne de ma grand-mère. Et c'est aussi beau parce que c'est pas une écriture, c'est quelque chose de très inconscient parce que c'est les cheveux, c'est la féminité et c'est un peigne de bois. Et aussi, je montre cette broderie ici parce qu'elle a parlé beaucoup de phalak. Phalak, ça veut dire le universe, le cosmos. Et c'est une broderie, vous pouvez voir à la galerie de l'UQAM, qui gérait travailler avec une artisane d'aujourd'hui. Mais par exemple, pourquoi c'est celui-ci que j'ai lié à ma grand-mère? Elle a toujours dit que c'est le phalak. C'était fait pour les mères, pour ses filles, comme un objet de protection. Et ce que je trouve très intéressant, ils étaient jamais finis parce qu'il ne faut pas finir, il faut laisser l'espace pour le futur, pour le qui arrive et qui prend il y a de l'espace à continuer. Et en fait, je pense beaucoup de ça et c'est quelque chose que je voudrais penser comment je peux appliquer dans le film. Quand on fait le film, on construit le film à une manière qu'il y a un espace, un trou, un vide. Pour laisser l'espace pour l'imagination. Et aussi, le phalak qu'on voyait, c'est la circulation. Et pour moi, il y a un lien entre l'écriture de son père, circulaire, et cette broderie circulaire qui quand je dis ça s'appelle phalak, c'est d'arabe, ça veut dire le cosmos. Et là, de ma grand-mère, je saute cette histoire de 20e siècle d'émancipation des femmes parce qu'elle a vécu cette période, ma grand-mère. Mais c'est intéressant que ma famille maternelle, ils étaient pas voilés parce que apparemment les gens qui ont eu l'éducation n'étaient pas voilés non plus à cette époque. Et les voiles, c'était plus un objet de masses dans l'espace urbain. Mais pour moi, il y a un petit lien, par exemple, avec les hair braids. Elle a parlé beaucoup des 40, toujours ma grand-père, 40 comme un numéro sacré. Et les filles, avant de ces mariages, ils ont eu 40 braids. Et je parle de cette période parce que c'est quand les États soviétiques arrivaient, ils ont fait trois grands changements pour nous. C'était la collectivisation, la confiscation de property, de la terre, de tout. Et deuxième, c'était la confiscation of the faith, de la foi. Ouais. Et le troisième, le final, c'était l'émancipation des femmes. Ils ont retiré les voiles, mais quand ils ont retiré les voiles, ils ont pensé que ça va prendre 6 mois pour qu'ils arrêtent avec le voile, mais en fait, c'est continué à peu près des années 50. Alors, si c'est commencé à 1928, alors c'est pris longtemps. Et les femmes,
était alors entre le politique, l'État et la société traditionnelle. Et c'était comme un clap. Parce que la terre, quand c'est confisqué, on ne peut rien faire. Le croix de face non plus. Mais les femmes, on peut punir. Alors les femmes étaient punies, elles étaient tuées. Et le nombre de femmes qui étaient tuées toujours reste comme un... On ne sait pas vraiment les quantités de femmes qui a donné ses vies pour les questions de libération. Mais ça, c'est aussi une autre question parce que il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Marian Camp. Et elle a écrit, elle est arrivée en Ouzbékistan juste le début de l'indépendance. Alors, elle a réussi à enregistrer des interviews avec les femmes qui dévoilaient. Et alors, les interviews, c'est vraiment contradictory tout ce qu'on sait. Alors, pour eux, c'était une violence énorme. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi il doit retirer les voiles. Aucune explication, aucun procédure d'éducation pour donner les raisons. Mais pour l'État soviétique, c'était les questions pour ramener plusieurs forces pour travailler, pour monter l'économie des pays. Mais à l'autre côté, c'était aussi la période quand les femmes danseuses, comédiennes, actresses, les chanteuses, ils ont commencé à sortir à l'espace public. Et ça, c'est, je trouve, un côté très, très important et belle de cette histoire. Et là, on a à Galerie de l'UQAM ce film, le premier film qu'on peut voir, ça s'appelle Her Right. Ça parle de questions de droit. Et ça s'appelle Her Right parce qu'il y a un film muet de 1928 par un réalisateur russe, Tcherniak, qui parle de le droit d'une femme, le droit qu'il peut poser le choix de garder le voile ou non. Oui, bon, il y a des images, je peux parler du tout, mais peut-être on n'a pas de temps. Ouais. Parce que l'histoire de l'alphabétisation, le changement 3 fois, par exemple, on peut voir ici. Ouais. Et ça, c'est les chanteuses, les danseuses. Nurhan, elle était tuée, par exemple. Ouais. Et pour moi, il y a toujours un parallèle avec l'eau. Quand je commençais cette conférence avec la fleuve et avec les questions de l'eau, parce qu'on est très sensible à l'eau, on a le pays double bloqué de la mer, il y a l'Enhenstein et l'Ouzbékistan. Et on boit que de glaciers. Et pour les questions de manipulation et redivertement de la flot les grands fleuves, on est arrivé où on est arrivé aujourd'hui, qu'on manque de l'eau et c'est déjà très très présent dans notre vie. Et ça, c'était un grand projet de Staline qui s'appelle la Grand Fergana Canal, named after Stalin. Et ils ont totalement changé la fleuve, c'est Sirdaria, c'est une qu'on a dans le nord. Mais pour moi, c'était toujours intéressant comment ils ont utilisé la présence de femmes pour faire les gens travailler. Et quand c'était les années 30, alors ils ont dévoilé, c'était les périodes quand les femmes vécu les violence parce qu'ils ont dévoilé, mais à l'autre côté, l'État ramenait les femmes à danser en face des hundreds of men qui a travaillé un travail physique dur. Et pour moi, quand je pense de ça, c'est une violence, je pense, énorme, extrême. Et j'imagine que c'était tout contrôlé, mais parfois je dis it could just get totally out of control. Mais
Et aussi, on a fait avec cette collectif d'Avra, où je travaille avec les jeunes artisans d'Asie centrale, on a fait un projet qui s'appelle Taming Waters and Women of Central Asia, parce que je voudrais voir le parallèle entre le destin de l'eau et des femmes en Ouzbékistan soviétique. Et là, on approche le Chilahona, et j'ai cet dessin. Et en fait, le Chilahona, ils disent aussi que c'est un petit... comment ça, c'est pour calculer le mouvement de soleil. Observatoire, exactement, un petit observatoire. Et je pense que c'est clair que j'ai travaillé avec les broderies de Tashkent, de Falak. Et c'était quand j'ai regardé, j'ai compris que c'est une observation de soleil de la Lune. J'ai dit, OK, je vais travailler avec le broderie Falak parce qu'on a plusieurs broderies de végétatives de toutes les régions différentes. Mais celui-ci, c'était la raison. Et la Chilahona, c'est en fait c'est petit espace de sel souterrain qui existe normalement dans l'oasis de Tashkent vers Afghanistan. Moi, je pense que c'est mon opinion, je pense que c'est pour la température on a sur le Sharp Continental. Alors, on a plus 50, 55 degrés pendant l'été et le minus 20, 25 l'hiver. Et alors, quand on entre souterrain, c'est en fait les situations climatiques est parfait. C'est très, très confortable. Et quand j'ai visité plusieurs fois, après, j'ai compris, en fait, c'est comme un womb. Parce que c'est énormément confortable être là-bas. Et bien sûr, à l'autre côté, quand on pense des souterrains, d'être dans le womb, là, on pense aussi de la mort, de la grave, le temps, ouais, et aussi comme le espace de transformation. Mais culturally, on dit aussi que cet espace de sel était pratiqué pour les bouddhistes parce qu'on a une grande trace de la culture bouddhiste. Avant qu'il arrive vers la Chine, il ne pouvait pas monter de la montagne de Himalaya vers le nord, alors il a voyagé le bouddhisme vers l'Afghanistan, l'ouest, il a monté nord et après il a reparti vers l'Est, et pour ça, on a beaucoup de héritage bouddhiste. Et l'autre côté, ils disent que c'est aussi possible que c'est les celles de chrétiens nestoriens, parce que le Nestorian Christianity, c'était très présent. C'est une église assyrienne de Syrie. Et le Chilahona, j'étais curieuse pour la température, pour être ce terrain, et parce qu'il y a aussi isolation de sonore. Et la première expérience, c'est la peur. Et je trouvais que c'est aussi très beau. Ça, c'est le Chilahona où j'ai filmé. Vous voyez, il y a le petit coupole là-bas d'un saint, Shah Zainuddin Bouva. C'est aussi une école mystique. La raison où j'utilise le couleur projetée sur la broderie avec le film Chilahona, c'est aussi basé sur les tractates des mystiques qui parlent et qui essaient d'expliquer et penser des lumières et des couleurs qui ont produit notre corps. Ça dépend du niveau d'expérience spirituelle. Et pour moi, c'était intéressant où j'ai recherché et les projections sur les broderies, c'est totalement synchronisé avec le film. Et c'est un voyage des bleus vers le vert émeraude. Et le vert émeraude, c'est toujours un point le plus vertical. Et ça, c'est la broderie on a retravaillé totalement. Aussi, pour moi, c'était intéressant parce que beaucoup de
la tradition artisanale est suspendue. Ça n'arrive pas à répondre à l'attente. Et bien sûr, on ne sait pas comment le faire à vivre parce qu'aujourd'hui, les craftsmen continuent à faire les copies, mais très belles copies, mais il n'y a pas ça ne bouge pas. Là, j'ai étudié à peu près 50 broderies de même école. J'ai créé un alphabet pour étudier les éléments. Et après, j'ai retravaillé, par exemple, ça c'est des souris. Il a des souris. En début, je pensais dans le Chilajona, je vais avoir les souris, mais après, ils ont sorti, mais là-bas, c'est resté. C'est pas dans le film. Et après, il y a the bird, l'oiseau. L'oiseau est là, le serpent et le loup. It's a grid of the teeth, non? Et alors, les trois animaux qui sont très importants dans le film, je l'adresse plusieurs fois, ils sont présents ici, mais aussi j'ai essayé introduire les petits éléments des périodes soviétiques, mais aussi les dessins de Chilajona, les calculations de mouvements de soleil. C'est un petit essai de aussi discuter avec cette femme, Madina Kasimbaeva, qui a fait les broderies, parce que, bien sûr, c'est important à réfléchir et à réagir to the contemporary times pour ces formes des arts aussi. Bon, ça c'est le Chilajona qu'on a scanné avec un glider. Et là, j'ai mis ces images comme un contexte politique de Chilajona. Ça n'existe pas dans le film, mais après, j'ai fait un film qui s'appelle Swan Lake, 2025. Mais quand j'étais en train de faire le Chilajona, ça, c'était le bas. Alors, le Chilajona, ça parle d'une femme qui a vécu, qui est là dans cet espace d'isolation pendant la période de perestroïka. La raison, c'était parce que, j'ai eu les 11 ans quand les soviétiques a arrêté, chuté, et la curiosité vers le spiritualisme et tous les phénomènes paranormal étaient énormes. C'était comme un... Mais tout le monde, ils ont vu les gens avec l'énergie, les gens des hypnotistes, les autres, ils ont vu les extraterrestres. Je ne sais pas, mais c'était quelque chose qui commençait des années 88 jusqu'à, je pense, 94 à peu près. Et je pense que c'était parce que l'idéologie a tombé, alors les gens, les religions étaient interdites. Le communisme, le socialisme a tombé, disparu, et alors les gens, ils avaient besoin de quelque chose à garder, to anchor, ils ne pouvaient pas trouver, et alors tout ce côté de paranormal a sorti pour donner à gens un hope. Un espoir. Et cette figure est très importante. Anatoly Kasparovsky, je pense que les gens qui viennent de ex-Soviet countries connaissent très bien. Ouais. Et Kasparovsky, il était présenté de main TV station de Moscou, le premier canal pour tous les pays, de 15 pays. C'est commencé en 1989, 3 fois par semaine, et c'était de 1 heure de hypnotic sessions. Et on devrait mettre des bottles avec l'eau, et il a chargé, la télévision chargée avec l'énergie, et vous pouvez le boire, pour se guérir de dépression, mais aussi des choses très physiques et concrètes. Et alors, c'était un phénomène grand pour nous. Et les autres, ils ont fait des autres types de rituels, de pratiques aussi, qui a mélangé avec les traditions pré-islamiques. Alors, c'était un moment de total lost. Et le Chilajona est, dans cette période aussi devenu comme l'espace qui proposait
un espace pour la protection, pour passer, pour faire un passage pendant ce moment turbulent. Et quand j'ai écrit le film Le Chilajona, j'ai dit ok, c'est pas présent dans le film, mais pour moi, ça se passe pendant le perestroïka. Et en fait, j'ai utilisé cette archive qui vient d'un film qui s'appelle Choc de Ilior Ishmohamedov. C'est un film fiction où il stages le moment des hypnotic sessions. Et ça, j'ai utilisé dans le Chilajona. Alors, c'est les mains with no will, perdues, on peut faire ce qu'on peut avec un main. Pour moi, c'est une image très, très forte. Et les gens qui dorment pas, mais ils dorment, et on peut le bouger, faire ce qu'on veut. Bon, ça, c'est les images de Chilajona. Alors, il y a les animaux. Ça, c'est l'architecture. C'est aussi parce qu'il y a 3 écrans en vertical, parce qu'il y a le niveau où on voit le temple, le grand temple, et c'est l'espace public. Il y a le 2e niveau antérieur, en fait, c'est celui-ci, et c'est pour le reunions, mais collectif toujours, et après on va en souterrain et ça devient totalement intime et privé. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait le 3 écrans verticaux, parce que pour le mouvement, pour l'image en mouvement, le film, c'est pas évident de le regarder en verticalité parce qu'on a l'habitude de panoramique, c'est totalement physiologique et normal pour nous. Mais la verticalité, pour moi, c'était toujours intéressant. Et j'ai dit, OK, je prends le risque d'avoir les 3 écrans on top of each other. Bon, ça, je parlais déjà de pourquoi il y a de lumière et de changement de couleur. Et ça c'est comme un passage. Quand je fais le Chilajona, c'était intuitif, que je m'ai adressé vers les animaux. Vers le aigle, le loup et le serpent. En fait, c'est les 3 animaux très importants pour le monde turc. C'est les archétypes très importants pour nous. Et première fois, je m'ai adressée avec le Chilajona, mais après, quand j'étais en train de faire le 18 000 montes, ils ont réapparu. Mais là, il vient des archives. Et aussi, j'ai décidé d'utiliser des archives parce qu'on est en train de perdre toute cette mémoire, le lien avec notre archétype, avec aussi le monde naturel qui est devenu plus... Il y a une hiérarchie aujourd'hui, non, entre le monde des animaux, des végétales ou les humains, mais je pense que les croyances viennent du temps où cet archétype hiérarchie n'existait pas. C'était les plus horizontales. It's clear, no, what I'm saying? C'est clair, non? Bon, le 18 000 montes. J'ai mis cette image parce que c'est le fan des films comme un mandala, mais en fait, je fais ça avec 3 images. Et là, l'écriture de mon arrière-grand-père, que j'ai montré, qui tourne. Il y a la lumière que j'ai utilisée, la projection sur le Chilajona, et le 3e, c'est le broderie que j'ai filmé. Alors, c'est les 3 couches quoi j'ai travaillé avant, j'ai fait cette mandala et c'était vraiment le début de comment j'ai commencé à faire ce film-là. Mais aussi l'histoire de ce film, c'était 2022. J'ai participé à Venise et à Documenta. J'ai fait 2 films, Chilajona et BBC Chambé, et j'étais un peu vide. Mais j'étais invitée par I Feel Museum pour avoir une exposition et aussi j'ai eu le prix. Et pour répondre à prix, bien, j'ai dit, OK, je vais le faire un film, mais totalement vide, rien. Dans la tête, dans le...
got nothing. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et bien sûr, je n'ai pas de temps à tourner. J'ai dit, OK, je vais regarder. Comme le Highfield Museum, c'est un grand muséum des archives de cinéma, j'ai dit, OK, je vais regarder mes archives. Qu'est-ce que j'ai produit pendant 20 ans de tournage en terrain en Asie centrale. Et pour moi aussi, c'était les questions de penser, réfléchir sur les archives, parce que souvent, pour nous, c'était comme ça, quand on était devenue indépendante. Pour moi, c'était important de voir les archives comme une recherche pour comprendre what existed, non, qui existait avant establishment d'État soviétique. Mais après, c'était pas évident. Mais après, j'ai dit, mais cette image aussi était créée pour les États soviétiques. Alors, les archives, c'est d'États. Ils ont aussi manipulé, ils ont aussi les outils politiques. Et je trouvais dans les archives de Highfield Museum, en fait, vous avez ici au Cinémathèque aussi, j'ai vu dans la liste, ça s'appelle Turksip. C'est un film de 1928 et ça parle de Turksip, Turkestan et Sibérie, le changement de la terre. Alors, le Turkestan était pour le coton. Les questions, c'est va surf for the cotton, le Turkestan, la terre, et la Sibérie pour le bois. Couper le bois. Et quand je dis que je vais travailler avec les archives personnelles, les archives d'État, pour aussi dire, OK, moi je suis une femme qui est en train de produire des images. Et les images aussi, c'est les gardiens de knowledge, non? Des connaissances, de temps, parce que les images qu'on voit dans le 18 000 mondes, les paysages, c'est en train de changer tout le temps parce qu'il y a beaucoup d'extraction. Aussi, il y a les politiques changent, et les dynamiques changent. Et bon, c'est tout le temps le procès de transformation. Et aussi, c'était les questions de appropriation. OK, on a cet héritage soviétique. Le cinéma aussi était introduit pendant l'État soviétique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que la première chose qu'on a fait le début de l'indépendance, c'était à négliger tout qui était créé pendant l'État soviétique. Et ça, en fait, dans mes films, on ne voit pas non plus les présences soviétiques. Moi, j'ai échappé tout le temps, mais quand même, c'est dans le processus de réflexion. Et après, c'était pas suffisant. Il y a un philosophe du XIe siècle perse qui s'appelait Shahabuddin Sohrawardi. Et c'est bien de son livre Bustan al-Qulub, où il parle de 18 000 mondes. Ah oui, et j'ai dit, OK, je vais faire un film sur le 18 000 mondes. Nous, on a une seule monde et on va imaginer l'autre 17 000 mondes comme les possibilités, comme les mondes en parallèle qui existent, qui vivent. Et peut-être il y a un autre monde qui va répondre à ces mondes-là qui on est. Et c'était une phrase que ma grand-père, elle a parlé beaucoup de 18 000 mondes parce que quand elle a fait The Blessing, c'était la première chose. Le Blessing, c'était vers le 18 000 mondes. C'était pas pour good life, hein? Non, c'était pour les mondes qui existent en parallèle et coexistent. Et bien sûr, on peut penser cette multi-universe aujourd'hui des manières, ça peut aller dans toutes les directions. C'est les questions de temporalité, ça peut être un monde de l'autre temporalité, ça peut être le monde de différentes dimensions, le monde minéral, le monde, c'est infini. Et oui, ça c'est les bases pour moi visuelles des 18 000 mondes, parce que ça aussi, la lune qui devient 2, c'est une présence forte dans l'islam, c'est casse en 2. Et c'est tout, les images des 18 000 mondes. Bon, les archives.
Et c'est ça les images de Khudaï Divanov que j'avais montré, qui était répressé, tué en 1937, le premier cinéaste de Turkestan. Et bon, on arrive à Melted into the Sun. La figure de Mukanna, on connaît comme ça oralement. Quand c'est shared orally, ils disent que c'était un homme avec beaucoup de lumière, qu'on pouvait être blinded, comment c'est dit? Aveuglé avec la quantité de lumière. Et c'est pour ça qu'il était voilé. Et aussi, on retrouve l'autre fois la question de voile, non? Les historiens arabes, ils ont écrit que c'était un charlatan. C'était charlatan, léper, tout ce qu'ils pouvaient imaginer méchant. Et les historiens soviétiques, ils disent non, c'était un premier proto-socialist revolutionary figure, parce qu'il a questionné les questions de pouvoir, hierarchical power, la hiérarchie des pouvoirs, les questions de property, et aussi les questions de famille, que je trouve aussi intéressant, parce qu'il a questionné si l'institution de famille doit être une seule type, ou il y a de plusieurs manières de vivre. Et pour moi, c'est entre le livre officiel des histoires de l'Ouzbékistan pendant l'État soviétique. Bien sûr, c'était manipulé, mais manipulé à une manière, pour moi, qui s'est créée, donner un espace d'imagination, parce que c'est une figure qui est contradictory, qu'on ne comprend pas si c'était un personnage de lumière ou si c'était un personnage d'ombre, si c'était visionnaire ou c'était un charlatan. Mais ce qu'on sait, il a converti en islam. Il était de la partie sud de Amudarya, de Khorasan. Il a monté vers où l'Ouzbékistan est situé aujourd'hui pour to preach. Parce qu'il devrait to escape, non, échapper la persécution politique. Ouais. Et quand je cherchais, j'ai trouvé tout. Et ça, vous pouvez aussi voir dans le film, parce qu'il demande, est-ce que vous avez vu le visage d'un qui a créé les divisions entre la lumière et l'ombre? Alors, c'est le Mazdak qui a été tué. Est-ce que vous avez eu le visage d'un who kissed the lepers? C'est le Jesus Christ, non? Et pour nous, c'est le Nestor qui a ramené la religion chrétienne. Et un qui a dormi under the tree, c'est le Bouddha. Et alors, c'est une forme de syncrétisme total. Il y a bien sûr le zoroastrianisme, parce qu'on était les zoroastriens avant l'islam, et les zoroastriens, c'était toutes les questions de dualité, et le worship de soleil. Et bien sûr, après le Mukanna, ça c'est le prophète Muhammad. Voilà. J'ai mis aussi Marx et Lénine, parce que ils ont été en partie des histoires après le Mukanna, mais pour nous, c'est quand même reste intéressant, parce que c'est les gens qui donnaient les visions et les idéologies pour certaines périodes. Et quand j'ai mis tout ça ensemble, j'ai dit, OK, il faut que je fasse un film où le temps, la temporalité devient une temporalité différente. Ce n'est pas une temporalité qui, dans le temps qu'on comprend, mais c'est en coexistence. L'autre fois, c'est une coexistence de temps à la même moment. Ça, c'est une autre côté j'étais très curieuse de Mukanna, c'est que on a les vies archéologiques, mais cette ville-là est astrological city des Zoroastriens, Qayqarlan-Qala. Et ça, c'est Kafir-Kala. Et on a cet artefact brûlé, pétrifié,
parce qu'ils ont résisté. L'expansion of Islam était dure pour nous et la résistance était très forte. Alors les villes, ils sont emulated, put themselves in fire, immolés, pour ne pas faire le conversion à la nouvelle religion. Et apparemment, il y a, si le bois est brûlé, ici c'est tombe, il y a la terre qui tombe en top, ça peut être petrified. Et c'est comment ils ont arrivé à ces jours. Et ça, vous pouvez voir dans les films aussi, parce que les Mukanna, dans les histoires, il a commencé très beau avec les lumières, avec les idées. Il arrive, il a beaucoup de gens qui la suivent, mais après, en fait, il les ramène à massive suicide, à la feu, mais c'est comme il tombe de la lumière à la ombre. Et ça, je juste voudrais montrer ça, parce que ça, c'est un Tashkent. C'est Karl Marx comme like a fire. Et on a trouvé magnifique cette sculpture, mais cette sculpture disparaît les premières années d'indépendance. Mais c'était une très beau sculpture. Le Marx et le feu, the flame, non? Et ça, c'est un très intéressant journal qui s'appelle l'Architecture de Soviet-Ouzbékistan, que j'ai collecté. Et ça, c'est les projets sur l'énergie soleil. Oui, parce que comme Mukanna, il était zoroastrien et c'était autour du soleil, tout le temps le soleil et le feu. Pour moi aussi, comme il était manipulé pendant l'État soviétique, j'ai dit, OK, il faut que je trouve les conséquences aujourd'hui. Et ça, c'est à côté de Tashkent, c'est un institut de physiologie pour collecter la puissance de l'énergie solaire. Et il peut monter à 3000 degrés pour to melt minerals. Et c'est aussi the melted into the sun. C'est un jeu, le melted, quand ils ont fait le acte de suicide. Mais aussi à l'autre côté, le melted, c'est la question de la science. Et cet institut solaire, on s'appelle Institut solaire, était un parti de la projet nucléaire des États-Unis. Parce qu'ils ont créé le covers for the rockets. Ouais. Bon, ça c'est une image de la film, le soleil et la figure. Et ça, c'est pas dans le film, mais quand même, j'ai pensé beaucoup de cette question des manipulations de Kashpirovsky, qui a fait de cette science politique, hypnotique de la télévision, parce que moi, je pense que c'était un political engineering pour garder les gens calmes. C'était une distraction très intelligente. Ouais. Parce qu'ils ont donné ce que les gens cherchaient, mais ils ont aussi gardé les gens occupés des choses qui étaient interdites. Et un jour, les gens se réveillaient et c'est pas existé, les grands pays. Et pour moi, il y a cette curiosité toujours entre les questions de manipulation, parce que Mukanna, je pense qu'il a cette question aussi, parce que quand on propose idées, il a créé un great following, ça s'appelle les gens en habits blancs, qui a le suivi pendant, quand il était mort, c'est continuer ce mouvement. Mais je pense que quand il ramène les gens qui les suivi à la suicide, c'est aussi les manipulations qui j'ai essayé à trouver. Alors, il est là. Et j'ai mis la fleuve à la fin parce que je ne pouvais pas beaucoup parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais quand j'ai dit la Hamoud Daria est très important, maintenant, ce n'est pas dans le film, mais j'ai filmé beaucoup. Je continue à filmer tout le temps le Hamoud Daria comme je ne sais pas, ce n'est pas la frontière pour moi, c'est plus comme un glue des deux mondes, des nomadisme et des sédentaires. Mais aussi de la culture perse, la culture totalement animalistique du monde turc, qui, je pense,
coexistent dans l'Ouzbékistan en égalité. Et là, j'ai mis ça parce que c'était intéressant pour moi. Il y a le livre qui s'appelle The City of Sun of Tommaso Campanella. Je pense que c'est du XVIIe siècle où il parle de la ville utopique du soleil. Et les gens sont habillés à blanc. Et je me demandais s'il savait l'histoire de Mucana parce que c'était très très connu. Borges, il a écrit sur Mucana. Napoléon a écrit. Il y a aussi... maintenant, je ne me souviens pas, mais il y a un opéra qui est dédié à Mucana. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y a un secte qui s'appelle les filles de Mucana aux États-Unis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. Et là, I didn't go there to search. mais l'idée d'une ville utopique, OK, on peut... Quand il n'a pas laissé en écriture, Mucana, c'est une spéculation totale. On finit, mais il a fait quelque chose qui on continuait le to remember. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est un charisme, c'est des focus qu'il a fait. Il a monté de lune. Il a fait des autres choses. Mais quand même, il y a quelque chose de mystérieux pour moi qui ont continué à garder cette mémoire de ce personnage. Et bien sûr, quand c'était manipulé pour les États soviétiques, j'ai dit, OK, bien sûr, c'est la question de communisme, de socialisme, et je pense que j'ai fait ce film aussi à ce moment où je pensais, parce que aujourd'hui, le capitalisme est très présent en Ouzbékistan, et la question, est-ce que l'humain, en notre nature, on a l'habilité de vivre une vie comme une vie commune où on peut partager une coexistence en égalité. Est-ce que ça existe dans notre nature ou c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, on peut penser comme une utopie, imaginer, mais quand ça arrive en practice, we fail. Et bon, ça c'était une image vers cette livre de la ville de soleil, peut-être qu'on va construire un jour. Bon, merci. Merci beaucoup, Saoudat. On a maintenant une période de questions, puis je veux juste vous avertir que c'est enregistré. Alors, il faut parler dans le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? C'est bon? Well, on va, yeah. Oui? Oui? Bon. Merci beaucoup, je suis absolument fascinée. Ma question est plus par rapport à votre moment présent en tant qu'artiste aujourd'hui dans la société ouzbèque. Vous revenez sur des choses qui sont des layers and layers, des siècles en arrière. Est-ce que c'est un mouvement aujourd'hui? Est-ce que c'est vous dans votre recherche? J'aimerais savoir comment ça se présente pour vous, voilà, dans le monde ouzbèque d'aujourd'hui. Puis on sait qu'il y a une nouvelle ouverture, on a suivi la Biennale de Bukhara, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde contemporain, mais je serais curieuse de vous entendre. Merci. Bon, l'art contemporain, c'est quelque chose de nouveau pour le Ouzbékistan parce qu'on n'a pas le système d'éducation pour les artistes qui peuvent travailler sur l'art contemporain. Et je pense que le grand problème, c'est la capacité et pour développer le pensement critique et analytique. Pour mon intérêt envers l'histoire, je pense que, comme j'ai commencé, bien sûr, j'ai ce très fort lien avec mes ancêtres et je pense que c'est ça qui m'a dirigée vers recherche, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui existait. Et peut-être c'est aussi parce que j'étais née pendant cette période quand l'État soviétique a disparu et nous trouvé dans l'autre réalité. Alors on voulait trouver on est qui
Je pense que ça, mais malheureusement, je ne vois pas cette curiosité dans le jeune génération. Je pense que moi, c'est toujours le regard vers le West. Ok, c'est bien s'il y a une culture de cinéma, ou culture de la musique, de l'histoire de l'art, ou la littérature, c'est magnifique, mais c'est non plus ça. À moi, c'est la tristesse, mais c'est le problème de l'éducation en général, je pense. Ouais. Si on n'a pas de questions. Là, j'en ai trop dans la tête. Ah oui, ok, bon, il y a des questions. C'était juste pour savoir quelles archives vous utilisez, quelles sont les sources, où est-ce que vous les trouvez. Voilà, c'est simplement par curiosité. Les archives dans mes films? Oui. Ouais, c'est différent. Hein? Elles sont multiples, j'imagine. Si, ils sont multiples, ouais. Très multiples. Les cinémathèques, est-ce qu'il y a ces structures-là? Oui, il y a des archives nationales qui, je pense, il y a beaucoup de travail à faire toujours, parce que c'est toujours reste un peu fermé pour accéder aux archives. Mais quand j'ai grandi dans le milieu de cinéma, alors pour moi, c'était plus facile. Et aussi dans le Her Right, il y a des images qui s'étaient tournées pour mon père. Et je connais les réalisateurs. Si j'utilise les films fiction, alors j'ai accès par les réalisateurs parfois. Sinon, avec le iFilm Museum, c'était très intéressant. Et après les iFilm Museum, j'ai commencé à écrire à les archives internationales, à demander qu'est-ce qu'il existe. Et ça, c'est devenu un autre projet de Davra. On est en train de créer l'itinéraire des films, mais aussi des chronicles, des documentaires qui existent hors de l'Asie centrale. Et là, ça fait 2 semaines qu'on a eu de belles nouvelles des cinémathèques françaises. J'ai parlé avec eux pendant 2 ans et ils ont scanné un film qui était perdu. Le réalisateur qui a une copie VHS. Parce que aussi, cette histoire de Soviet Union qui a arrêté les archives, ils ont resté à Moscou. Ouais. Nous, on n'a que les copies positives si on a la chance, mais les négatifs, ils ont tout gardé à Moscou. Merci à vous. Merci beaucoup, Saodat. C'est une grande performance que tu as faite en français pour nous. Oui, je pense que je suis hyper facile. C'est très respectueux pour nous et ça nous fait te respecter encore plus. La question que j'avais, bien sûr, on choisit des œuvres pour une exposition, puis il y en a tout le temps certaines qu'on laisse un peu de côté, il n'y a pas la place. Il y a parfois un écart par rapport à un fil rouge qu'on cherche à créer dans une exposition. L'une de tes œuvres qu'on n'a pas pu inclure et que moi j'avais bien apprécié quand je l'ai vue, c'est Double Horizons, donc qui montre ton intérêt pour le site de Baïkonour et le Cosmodome. Hier, on a lancé une fusée vers la Lune, vers un des 18 000 mondes, probablement. Et donc, ma question, c'est plus qu'une question, c'est une réflexion sur tous ces 1000 mondes qui t'habitent entre une tension très forte dans le temps. Tu nous amènes avec Al-Muqanna au 7e, 8e, 9e siècle, et puis tu nous projettes dans un futur qui est tout aussi inconnu que le passé reste inconnu. Alors, comment tu abordes une vision du monde qui ne repose pas sur des archives? On n'a pas d'archives du futur. Comment on crée une vision d'un des 18 000 mondes qui ne pourrait exister sans des archives? Je pense que c'est la force du cinéma. Ouais. C'est pas une intention non plus. J'ai une idée et j'ai pas l'intention de
passer ou de sentir ou créer une atmosphère qui donne cette ouverture. Mais je pense que c'est la force de montage de cinéma et les images qui bougent, qui créent une réalité qui est très très proche à notre perception. Et on a des limites, pas des limites, on a des standards de lire des images, non? Et de lire de la vie aussi. On a comme les codes, non, c'est le coding. La logique, c'est coder. Mais le montage, c'est dans la liberté de faire, de penser un petit peu d'ordre de cette logique. Et je pense que c'est ça qui donne la possibilité de bouger le temps. Merci beaucoup. Can I answer in English? My question is about your work with performance practices. Can you walk us through your decision maybe or your thinking process? Because you work primarily with moving image, but then there are some of your works where you combine it with performances and you work like with younger artists in Central Asia. What is your vision or thinking process, how you decided to, work like across this media? Je pense, peut-être, je réponds en anglais ou en français? En ouzbek? Mais tu comprends français, Alexandre? Oui, ok. Je ne sais pas pourquoi la performance, c'est toujours été bien sûr très intéressant le vivant, non? Quelque chose qui est vivant. Vivant dans le temps, vivant qu'on ne peut pas non plus... Parce que le film, le montage, on a le contrôle maximum des secondes, des frames, le contrôle de son, le contrôle de ce qu'on voit, c'est extreme control. Mais le vivant, le spectacle vivant, la performance, je trouve, il est à la beauté de liberté, pour l'improvisation, et je pense qu'il a toujours le moment de magie qu'on n'arrive pas à penser. Alors ça, je trouve que c'est très intéressant. Je n'ai pas fait beaucoup de performances, j'ai fait 2-3, je pense, mais aussi peut-être, parfois je pense qu'on a étudié à l'école de cinéma, alors c'est le système russe. Les premières 3 ans, on ne touche pas la caméra, on travaille avec le théâtre. Ouais. Je pense que là, il y a quelque chose. 3 ans. Oui, après les 2 derniers ans, on fait quelque chose avec la caméra. Et non, c'est le foundation. Ouais, c'était comme ça. Pour nous, maintenant, je ne sais pas. Peut-être là, il y a cette intuition et qui ont construit avec l'espace et le temps pour le art vivant. Je pense que c'est ça, Alexandra. Sinon, ouais. Et pour le Davra, pour le collectif, pour moi, peut-être c'est à votre question de les jeunes. À un moment, j'ai trouvé, parce que moi, quand on a grandi, on n'a pas eu la perception de autre. C'est pas existé. Et c'est devenu très fort après l'indépendance. Il est ouzbek, il est tadjik, il est kazakh, il est russe, il est nané. Et à un moment, on a trouvé qu'il y a les autres, that we are strangers, non? Et ça, j'ai pas grandi comme ça, j'ai eu aucun sens de ça. Et pour moi, travailler avec les jeunes artistes et créer ce collectif, c'était cette perception qu'il faut qu'on travaille. On fait le programme d'éducation pour créer the awareness of one each other. Parce que si we are aware of each other, il y a une tolérance différente et on ne peut pas être manipulé pour les conflits, pour les tensions ethniques. Et pour moi, c'est bien de cette question plus, les questions de l'unité de la région, et de ne pas avoir la question des frontières physiques,
de partager les langues parce qu'on parle les langues différentes, mais après la distance de cette langue-là, c'est pas grand, on peut se communiquer. Et la culture, on partage la culture, la musique, alors pourquoi on doit sentir que c'est quelqu'un d'étrange? Ouais. J'ai plus un commentaire qu'une question, mais merci pour nous parler, présenter un peu plus en compréhension de la colonisation, les pratiques de la colonisation et impérialisme de la Russie. Je suis ukrainienne, donc je pense qu'ici, les gens sont plus familiers avec l'histoire de l'impérialisme et la colonisation de l'Amérique, de l'Europe l'Ouest, mais je pense qu'on ne parle pas assez de l'impérialisme et la colonisation de la Russie. Et évidemment, toute l'histoire des générations d'intellectuels qui ont été tués, c'est la même histoire. En Ukraine, il y a une génération qui s'appelle une génération perdue. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est très important. Donc, merci. Oui, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. C'était génial. Merci à vous.